Bonjour, Monsieur Jean-Paul Camara. Seydi, bonjour. Bonjour. Et vous-même? C'est un nom qui est bien connu. Ah oui, par les élèves surtout, Par les et les élèves, parents mais d'élèves, aussi, c'est vrai, mais aussi tout à par fait. des journalistes, parce que vous avez été secrétaire général de ce département. Oui, mais je dirais que ce passage a été tellement rapide que je n'ai pas pu vraiment imprégner une dynamique là-dedans. Mais c'était un beau passage qui m'a fait voir beaucoup de choses aussi. Bienvenue, alors on va parler des élèves aujourd'hui. Voilà, je suis plus à l'aise sur ce domaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité, Monsieur Jean-Paul Seydi, est une sommité dans un domaine qui suscite en ce moment beaucoup de commentaires quant aux résultats ou à la réaction des produits formés. Nous parlons d'éducation, un secteur dans lequel et l'État et les parents investissent beaucoup sans pourtant être tout à fait satisfaits des efforts consentis. Pourquoi notre système éducatif bégaye autant? Comment redresser ou ramener l'éducation, l'apprentissage à sa fonction première, développer les facultés intellectuelles, morales et physiques chez l'enfant? Réponse à ces questions dans un instant. Merci de nous accepter chez vous. Très heureux de recevoir M. Jean-Paul Seydi sur ce plateau. C'est moi qui suis heureux que l'éducation reprenne encore un peu plus sa place dans le débat social. Monsieur Seydi, vous êtes professeur de lettres, produit de l'école normale supérieure, et vous êtes cette sommité dont on parle beaucoup, 24 années quand même d'expertise, et aujourd'hui encore vous êtes chef d'établissement. Est-ce que vous êtes conscient du fait que et les parents et l'État ne semblent pas totalement satisfaits des résultats produits par notre système aujourd'hui scolaire? Pour répondre directement à votre question d'abord, c'est que je suis bien conscient que ni l'État, ni les parents, ni même les élèves, que l'on oublie souvent, ne sont satisfaits des résultats. Maintenant, quelles en sont les causes? Cela nécessite beaucoup de discussions, mais ça nécessite d'abord d'être franc avec soi-même et avec le système lui-même. Mais est-ce que les enseignants ont réussi à faire cet effort d'analyse, d'étude pour comprendre? Je crois que chacun, en tant qu'enseignant d'abord à son niveau, a dû faire ce travail. Maintenant, les structures administratives qui elles, sont compétentes pour poser le diagnostic et le mettre en œuvre les solutions, je pense que ce travail aussi est en train d'être fait. Mais tout dépend des paradigmes que l'on prend en compte au moment de ces évaluations. Donc, si on prend les mauvais paradigmes, bien évidemment, on a de mauvaises solutions. Qu'est-ce qui coince alors? Et qu'il faut, qui nécessite, qui a besoin de ce langage de vérité pour que les parents, l'État soient rassurés dans l'investissement qu'ils font sur les enfants? Bon, je ne pense pas que l'État en tant qu'État, fasse de gros investissements sur l'enseignement. Ils font une part d'investissement. Comment on va dire ça, les organisations internationales font un effort. Vous savez qu'à un moment, la Banque mondiale avait même demandé à l'État de ne plus s'impliquer dans les secteurs sociaux. Eux allaient investir sur ces secteurs. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a mené à la situation que nous vivons actuellement. Mais le plus important pour moi, c'est l'image que nous avons de l'éducation en gros. L'image que l'État, ou les acteurs de l'État, les parents d'élèves, les enseignants ont de l'éducation. Quelle est cette image? Du côté institutionnel, c'est une image de non-productivité. C'est-à-dire que l'État estime très souvent, et d'ailleurs les organismes, enfin les institutions internationales les ont accompagnés à un moment, que le secteur de l'éducation est un secteur social, improductif. C'est une grosse erreur. On ne peut pas penser que l'éducation ne soit pas économiquement productive. On a toujours pensé que l'éducation, c'est que du social. Ce n'est pas de l'économique. Je pense que la première des choses, il faut changer cette vision et aller dans le sens que l'éducation, c'est quand même économique. Comment? Parce que, quel que soit le secteur de productivité que vous prenez, la qualité de ce secteur, l'efficience de ce secteur dépend de la formation que les gens ont reçue. Si cette formation n'y est pas, eh bien, ça va vous coûter cher. Il y a quelqu'un qui a dit que quand vous dites que l'éducation coûte cher,
donnez à des inexpérimentés et vous verrez ce que ça coûte de rater un travail. Donc, cette réflexion doit être faite. Cessez de penser que l'éducation n'est pas économiquement rentable. C'est à ce moment seulement que le fameux slogan que tout le monde dit, l'éducation, c'est la priorité des priorités, aura un sens. Combien de parents vont à l'école? Combien de parents s'impliquent dans la vie de l'école? Combien? Oui, mais très peu. Pour les parents, quand ils investissent, surtout qu'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes comme Conakry, beaucoup envoient les enfants dans des structures où quand même ils payent, ils contribuent à leur formation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une certaine confiance aux formateurs, aux spécialistes, aux experts en la matière qui font cet effort dans l'espoir que ça va compenser un peu peut-être leur manque de temps pour les enfants? Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que l'éducation, ce n'est pas que du social, c'est aussi un facteur économique. Et en Guinée, il y a eu un gros dérapage dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'on peut gagner de l'argent avec l'éducation. Oui. Et les parents, en confiance avec le label école, enseignant, sont prêts à mettre l'argent nécessaire pour la formation de leurs enfants. Mais vous savez, dans toute chose, c'est une question de métier. Il faut des professionnels pour faire un métier. Tout le monde ne peut pas venir être enseignant, faire une école, diriger une école. Il faut des professionnels. Et je crois que c'est là où le bas a blessé. OK. S'il n'y a pas de professionnels à la tête des institutions de formation, vous n'aurez jamais de bons résultats. Ce sera toujours de l'à peu près. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le métier. Ils n'ont pas l'éthique, la déontologie nécessaire à mettre en œuvre un système éducatif. Vous savez, très souvent, même après les derniers résultats catastrophiques aux examens nationaux, j'ai entendu dire qu'il faut des états généraux de l'éducation. Je me dis, cela a été suffisamment fait, les états généraux sont là, on sait. Le ministère de l'Enseignement supérieur, les différents ministères associés sont alors pleins de cadres de bonne qualité, de haute qualité, capables de mettre en œuvre ces programmes, mais il faut la volonté. Il faut qu'on ose avoir les acteurs, les véritables acteurs pour mettre en œuvre, des professionnels pour mettre en œuvre. Mais on a l'impression quand même qu'il y a suffisamment tous ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la tête en tout cas des programmes pédagogiques, que ce sont des professionnels. Surtout qu'on a une école qui continue à former des professionnels en la matière. Je pense que au-delà de l'académique, la formation au métier manque énormément. Parce qu'à un moment ou à un autre, les États ont estimé qu'il fallait trouver partout des enseignants. Donc on a sacrifié un peu le métier d'enseignant sous le socle de l'idéologie, sous le socle de l'économie. On s'est dit les enseignants, il faut en prendre, il faut en licencier. Et on a oublié que c'est une formation qu'il faut avoir, il faut prendre le tas. Ici, on a eu les cohortes, on a formé des gens en 3 mois pour aller sur l'enseignement. Aujourd'hui encore, vous prenez le système d'enseignement privé, 98% des enseignants ne viennent pas de structures professionnelles de l'enseignement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de remettre le compteur à zéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense qu'on ne peut pas remettre le compteur, parce qu'il faut qu'il y ait des écoles, il faut que ça fonctionne. Mais il faut simplement que, j'insiste, il faut qu'on soit professionnel. Au ministère de l'Éducation, il y a une inspection générale de l'enseignement qui doit faire son travail. Il y a un coût. Il faut chercher à reformer ceux qui ne sont pas formés. Il faut exiger aux écoles privées, par exemple, de rester dans les canaux qui sont très bons sur le système éducatif guinéen. Le système éducatif guinéen, il est bon. Il est à l'image du système français, c'est le primaire, secondaire, université. Ailleurs, ce n'est pas comme ça, mais en Guinée, c'est comme au Sénégal. Donc la structuration est bonne? La structuration est bonne. Les programmes sont bons, et notamment en sciences, les programmes sont excellents. Ah oui? Les programmes sont excellents. Quand vous voyez le programme aujourd'hui des jeunes au collège et au lycée, en mathématiques, physique, chimie, dans la sous-région, d'abord les programmes sont harmonisés, mais nous avons des programmes performants. Maintenant, c'est leur mise en œuvre. C'est à ce niveau qu'on parle de projet pédagogique ou pas? Oui, le projet pédagogique, en principe, chacune des écoles doit pouvoir mettre en place un projet pédagogique. Se donner des projets pédagogiques, ça veut dire se donner des priorités pédagogiques et didactiques.
pour Vous enseigner. êtes responsable d'un établissement qui est nouveau, Roland Prix, d'ailleurs qui porte le nom Ouais, un nom en polémique, mais bon. Mais dites-nous, quel programme pédagogique, par exemple, vous offrez, vous proposez, soit à vos élèves ou aux parents, pour les amener vers vous et pour créer la différence? Bon, en fait, je ne cherche pas à faire la différence, je cherche à revenir aux fondamentaux. Je cherche à revenir à ce que le ministère lui-même a donné comme objectif au système éducatif guinéen. C'est-à-dire qu'au primaire, je fais en sorte que les élèves qui sortent du primaire aient acquis toutes les connaissances nécessaires pour affronter d'un côté des études supérieures au niveau du collège, donc pouvoir comprendre ce qui se passe au collège, et d'autre part, éventuellement, ce qui est dans le statut de l'éducation, que ceux qui ont l'âge d'aller sur le marché de l'emploi puissent s'intégrer dans la vie sociale. C'est vrai que les élèves que moi je reçois n'iront pas dans la vie sociale puisque les parents sont d'un certain niveau social qui leur permettent de continuer des études. Mais l'idéal serait qu'au sortir du primaire, les personnes soient capables d'aller sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé la lecture, l'écriture, le calcul et une certaine culture générale. Il faut revenir à ces fondamentaux. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, c'est que vous allez au niveau de l'université, au niveau du lycée, au niveau du collège. Si vous recevez des élèves tout venant sans évaluer, sans voir, vous ne pouvez pas mettre en œuvre le programme. Parce qu'ils n'ont pas les prérequis. Ils n'ont rien appris en général. Pourquoi? Parce que très souvent aussi, au niveau des enseignants, le bas a blessé. Donc pour vous, aujourd'hui, il y a nécessité de renforcer et le contrôle et les efforts autour de l'enseignement de base. C'est pourquoi justement j'ai commencé par cela. Et si j'avais les moyens, je n'aurais fait que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne me serais investi que dans l'enseignement primaire, où on donne les bases, où on donne le goût de certaines choses. C'est au primaire qu'on apprend à être correct. C'est au primaire qu'on apprend à voir le beau. C'est au primaire qu'on apprend à respecter. C'est au primaire qu'on a l'habitude du travail. Et avec notre mode aujourd'hui qui est en mutation, où tout le monde est pressé, on n'a plus le temps d'apprendre ça aux enfants. Un enfant aujourd'hui, il se lève, il va au micro-ondes, il chauffe son eau, en 2 minutes il a l'eau. Il n'attend plus, il ne sait plus attendre, il n'est plus patient. Et ça, il faut qu'on sache que la connaissance, une vie, tout ça se construit. Et là, on ne parvient pas à l'expliquer quel est le processus qui aboutit il n'a pas besoin du processus, à l'élévation de température. Voilà, puisqu'il a tout de suite le résultat. Et avec le maître aussi, il veut le résultat. Tout de suite. Dès qu'il dit quelque chose, il veut le résultat. Et lui-même, lorsqu'on lui pose une question, il veut pouvoir dire tout de suite le résultat. Et s'il n'est pas capable de le dire tout de suite, il commence à développer un sentiment de culpabilité. Il commence à croire qu'il n'est pas intelligent, il commence à croire, alors qu'une vie, c'est aussi le temps. Donc vous pensez que les enfants sont intelligents? Ah oui. C'est le problème, c'est l'encadrement, c'est à ce niveau? C'est l'encadrement, c'est le suivi, c'est l'épanouissement, c'est tout ça qui joue. Vous avez le temps pour ça, pour les enfants que vous recevez? Ah oui, en fait, je me donne ce temps. Je me donne ce temps d'abord en essayant de limiter les effectifs, mais je me donne surtout ce temps en essayant d'accompagner les enseignants pour qu'ils sortent dans la logique de la transmission pure du savoir, pour qu'ils aillent dans l'accompagnement. En cela, vous nous rappelez une citation d'un célèbre sociologue, Émile Durkheim, qui disait que l'éducation, la formation, c'est la transmission aux futures générations, non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs sociales. Oui, vous savez, on pose toujours la question, quelle est la place de l'éducation à l'école, quelle est la place de la famille? Bon, c'est un sociologue de l'éducation dont vous parlez, Durkheim. C'est un débat, mais ma conviction, c'est que la part d'apprentissage du savoir est importante. Il faut qu'on insiste là-dessus. Mais le plus important, c'est accompagner les élèves à aimer savoir. C'est faire en sorte que chaque enfant soit autonome dans la quête du savoir. Vous savez, le savoir, il ne change pas. Hein? Il est là, qu'est-ce qu'on appelle le savoir? C'est l'ensemble des connaissances figées que l'on a. Ils sont dans les livres, ils sont dans... Donc un enfant, même s'il a les fondamentaux, il sait lire, il sait réfléchir, il sait compter, même s'il n'est pas ingénieur au départ, dans le cursus normal,
plus tard, s'il a ces fondamentaux du primaire, le savoir, il peut l'acquérir. Parce qu'il est dans les livres. Monsieur Sedi, qu'est-ce qui vous retient dans l'éducation? La passion d'abord. Vous savez, d'abord, le goût, j'aime les... Je ne sais pas, c'est une transmission pour moi aussi. Mes parents, notamment ma mère, était enseignante. J'ai grandi dans une cité d'enseignants, donc j'avais les enseignants sous les yeux. Et c'est vraiment par accident que je suis allé à l'école normale supérieure, par accident. Et bon, je parle toujours... Par contre, une école qui a renforcé encore votre amour. Comme quoi c'était un peu, je ne sais pas, c'était de la prédestination, il était dit que j'allais être enseignant. Je me suis retrouvé dedans aussi par la volonté d'un grand frère, Georges Gandhi Tunkara, qui m'a presque pris par les oreilles pour dire « tu vas venir m'aider à Sainte-Marie ». À l'époque aussi, comme tout jeune, je voulais repartir, je voulais aller continuer des études. Il m'a dit « tu vas venir travailler avec moi ». Et puis le virus est parti. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup d'affection pour les enfants. Et je suis surtout très heureux de voir un enfant s'épanouir, être indépendant, responsable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir beaucoup de mes anciens élèves avec qui je peux vous dire que c'était très conflictuel au lycée, au collège, et qui aujourd'hui, je vois responsables, en train de prendre des décisions très responsables. Mais voilà, c'est le prix de la chose, c'est la passion. Et cette passion continue? Elle continue, elle continue, elle continue. Et comme je vous l'ai dit, si je pouvais, j'aurais fait en sorte d'abord de pouvoir mettre des écoles primaires de qualité dans tous les quartiers et qu'ils soient accessibles à tous les enfants. Pour le moment, votre ambition se limite à une école Roland-Pré, c'est ça? Voilà, pour le moment, je suis à Roland-Pré, mais là, c'est une activité lucrative, je vis de cela. Donc, je ne peux peut-être pas faire tout ce que je veux parce que j'ai des obligations de résultats. Et nous, là-bas... Mais ce qui n'affecte pas la formation? Au contraire. J'ai une obligation de résultat, la formation doit être excellente, mais je ne veux pas entrer dans l'universalisme de la formation, enfin pas universalisme, mais disons dans les propos marketing de formation qu'il y a actuellement, de dire qu'on va faire de l'informatique au primaire, on va faire de l'anglais, on va enseigner du chinois, on va faire du taekwondo. Je ne veux pas entrer dans cette logique. Vous enseignez les fondamentaux? Les fondamentaux, parce que je pense qu'aujourd'hui on a du mal d'abord à trouver des enseignants qui peuvent enseigner ces fondamentaux. Donc il y a un travail d'ensemble. Je suis en classe avec les enseignants. On travaille tous les jours pour améliorer leurs connaissances, pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et que les enfants aient ces fondamentaux. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, la connaissance est tellement démocratique que si vous donnez les outils aux jeunes, ils les trouvent partout autour d'eux, dans les journaux, sur Internet, en discutant avec vous, ils trouvent tout. Il suffit de leur donner les instruments et leur faire confiance. Merci, Monsieur Sedi Jean-Paul, avec qui on a parlé aujourd'hui d'éducation. Qu'est-ce qui fait bégayer notre système éducatif encore? Il y a de l'espoir, il s'agit juste de revoir les choses et renforcer le système de contrôle. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous. Merci, M. Sedi. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Ah ben, pour moi aussi.